Après un meurtre d'une incroyable sauvagerie, la police hésite entre deux suspects. Une femme médium sait lequel est le tueur. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il était peut-être accusé, mais il n'y était pour rien. En Californie, une jeune femme disparaît et son meurtrier est en fuite. Les parents éperdus veulent à tout prix retrouver leur fille. Une médium sait où elle est. Je sentais la terre aride. Elle n'était pas dans une tombe, mais elle n'était pas non plus sur le sol. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Août 1988 à Xenia, dans l'Ohio. Les promeneurs profitent des dernières belles journées d'été avant l'arrivée du froid. Karen Harding, 19 ans, entame une nouvelle vie à Xenia avec son mari Roger et leur bébé, une petite fille. Tous les trois habitent chez Joan, la mère de Karen, en attendant d'avoir leur propre logis. Le 3 août, après le repas, Joan accepte avec plaisir de garder le bébé pour que le jeune couple sorte se distraire pendant quelques heures. À l'âge de 15 ans, Karen a subi des tests d'intelligence qui ont révélé qu'elle avait un quotient intellectuel exceptionnel. Elle compte reprendre ses études pour devenir archéologue. L'avenir semble plein de promesses pour la petite famille. Ce soir-là, quand Joan monte se coucher, Karen et Roger ne sont toujours pas rentrés. Un peu inquiète, la jeune grand-mère se raisonne cependant. Tôt le lendemain matin, elle est réveillée par les pleurs du bébé. Il s'est passé quelque chose. Karen et Roger ne sont toujours pas rentrés et leur voiture n'est pas là. Karen, pick up. Come on, Karen, pick up. I'm at the police department, but I'm really sorry. Roger est détenu dans les locaux de la police. Mais où est Karen? I want to report a missing person, please. Karen Harding, 19 years old. Après avoir écouté sa description, les policiers demandent à Joan de venir au poste de police de Xenia. Can you tell me where your daughter went last night? They went to the movies after dinner, and then they were going to stop off. Après avoir recueilli quelques informations sur Karen, l'enquêteur ordonne que Roger soit extrait de sa cellule. Yeah, bring Roger Wolf up. Miss Harding, I have some very distressing news. We discovered a female body this morning that we believe may be your daughter. Okay, here are the photos. Les photos confirment les pires craintes de Joan. C'est bien le corps de sa fille. Tous deux sont sous le choc. Roger, last night, after you were arrested. L'enquêteur explique qu'un corps a été découvert près de la voie ferrée, au centre-ville de Xenia, la veille au soir. Un agent de police a trouvé Karen. Le crime a été d'une violence inouïe. Le meurtrier a planté un énorme clou de chemin de fer dans la tempe de la victime.
Roger parle à l'enquêteur d'un certain David qui était avec le couple la veille au soir. Tous les trois ont passé la soirée ensemble. Sous l'emprise de l'alcool, les deux hommes se sont querellés. La barmaid appelle la police. Roger est interpellé par l'officier de police Dan Savage. Ce monsieur était bruyant et agressif avec tout le monde. Il était ivre et s'est montré provoquant envers moi. Je l'ai rapidement appréhendé pour tapage et ivresse et je l'ai fait monter dans ma voiture. Savage a vu Karen sur les lieux. Elle a dit que c'était son mari, que c'était lui qui avait les clés de leur voiture, qu'il les avait jetées par terre et qu'elle n'arrivait pas à les retrouver. Elle devait rentrer chez elle et n'avait pas d'argent. J'ai alors pris le portefeuille de son mari et le lui ai donné afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Savage lui suggère de rentrer en taxi. C'est alors qu'un type est arrivé et m'a dit « Je vais m'occuper d'elle, monsieur Savage ». J'ai demandé à Karen « Est-ce que vous connaissez ce type ?» Elle m'a dit « Oui, ça va aller. Mon mari le connaît, tout va bien. » Très bien. Je suis donc parti pour mettre le mari en détention et rédiger mon rapport. Rien ne laisse soupçonner que Karen est en danger. Les policiers mettent la main sur David Myers. Ils veulent des réponses et rapidement. Myers commence par nier avoir vu Karen après qu'ils eurent été mis à la porte du bar. Mais ensuite, il modifie sa version des faits et déclare qu'il a vu Karen après le départ des policiers. Elle était sur l'aire de stationnement et cherchait ses clés de voiture. Il affirme qu'elle ne savait pas comment rentrer chez elle. Et il jure qu'il ne lui a fait aucun mal. Au cours de l'interrogatoire, l'enquêteur aperçoit l'officier Savage. Il m'a demandé si j'avais déjà vu cet homme. J'ai dit oui, c'est le gars qui a dit qu'il allait s'occuper d'elle et l'a ramenée hier soir. Savage est anéanti. Je me suis dit, bon sang, pourquoi ne lui ai-je pas plutôt dit de venir avec moi? Cet instant m'a hanté tout au long de ma carrière. Je n'ai plus jamais laissé une femme faire cela. Je me suis toujours arrangé pour les convaincre d'accompagner la police ou de prendre un taxi. Bill Skank, procureur de Greene County, est chargé de l'affaire. J'étais totalement sous le choc. Je suis resté sans voix. Mon Dieu, quel monstre était capable de faire une chose pareille? Le procureur rédige immédiatement un mandat de perquisition du domicile et de la voiture de Myers. On espérait retrouver peut-être des traces de sang de la scène de crime dans sa voiture, sur ses vêtements. Il avait peut-être pris des objets appartenant à la victime. Et de fait, on a retrouvé son portefeuille dans la voiture de Myers. On a aussi découvert des vêtements d'homme dans le coffre. On a pensé qu'il s'était débarrassé des vêtements tachés en les cachant dans son coffre. Myers a été arrêté et inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes. On s'est alors dit que l'affaire allait être bouclée facilement. Un rebondissement inattendu vient bouleverser ses prévisions. Une femme se manifeste, déclarant qu'elle connaît le meurtrier de Karen et que ce n'est pas David Myers. Elle affirme que son ex-mari, Paul Tufts, a saboté sa voiture avec des clous de chemin de fer semblables à celui qui a tué Karen. Elle se dit harcelée et espionnée par Tufts jusque chez elle, près de la voie ferrée. Elle affirme qu'un jour, Tufts l'a agressée. Listen, do you see a
real yard over there? I killed a lady over there and I'll kill you too. Now be still. Je me suis dit, est-ce possible que ce soit lui le coupable? Est-ce qu'on aurait arrêté un innocent? Est-ce qu'ils ont fait le coup ensemble? Est-ce qu'il s'est passé un truc bizarre qu'on ignore? Le procureur Bill Skank décide alors de demander l'aide de la médium Carol Kirkpatrick. Je me suis dit, faisons venir Carol. Amenons-la sur la scène de crime et voyons ce qu'elle peut nous dire. Ce que je vais ressentir sur les lieux, c'est l'activité et l'énergie résultant du crime qui a été commis. L'atmosphère en est imprégnée. Je vois, je ressens ce qui s'est passé. Je revis les événements. On peut multiplier les hypothèses sur ce qui a pu se passer sur une scène de crime. Mais il n'y en a qu'une qui est bonne, et c'est celle-là qui m'intéresse. Je ne peux transmettre que ce que je vois. Je ne relais rien de plus, rien de moins, parce que je ne saisis pas toujours le sens de tout ce que je vois. Mais je transmets ce que je vois, puis les enquêteurs extrapolent à partir de là. J'ai longé la voie ferrée et à un moment donné, je me suis arrêtée. Et j'ai dit, c'est ici que ça s'est passé. Il a étranglé la femme. J'ai vu l'homme. Il transpirait, il avait les cheveux noirs, une barbe et il portait un bandana autour de la tête. Elle a dit, je vois une arme, un instrument. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'est pointu. J'ai senti, sans l'ombre d'un doute, que c'était un être à la personnalité déséquilibrée. Carol pense que le tueur a été blessé récemment, mais pas en commettant le meurtre. Elle a dit, il s'est blessé d'une autre manière, sans rapport avec le meurtre. J'ai senti la présence d'une autre personne à proximité. La personne que j'ai vue à l'écart dans les arbres semblait être un homme de race afro-américaine. J'ai dit, mais lui n'y est pour rien. Vous avez le bon suspect et il a agi seul. Voilà ce qu'elle a dit. Aussi simple que ça. La vision de Carol confirme les soupçons du procureur. Pour lui, c'est bien David Myers et non Paul Tufts qui a tué Karen. Ça m'a conforté. J'étais plus confiant, mais ça restait toujours un témoignage irrecevable. Dans la voiture de Myers, les enquêteurs ont retrouvé un T-shirt taché de sang ainsi que le portefeuille de Karen et un de ses gants. Mais le suspect a réponse à tout. D'où viennent ces vêtements tachés de sang retrouvés dans votre coffre, David? Oui, ils sont à moi, c'est du sang. J'ai eu un accident de moto il y a quelques jours. Les analyses sérologiques confirment ces dires. Le sang retrouvé sur ses vêtements n'est pas celui de Karen. Et son portefeuille et son gant? Oui, c'est parce qu'elle était montée dans la voiture un peu plus tôt, puisqu'on faisait la tournée des bars. Il avait toujours une explication. Les policiers retrouvent aussi sur le corps un cheveu qui n'appartient pas à la victime. Mais en 1988, les tests d'ADN en sont à leur balbutiement et il faut des mois pour en connaître les résultats. L'analyse au microscope révèle cependant que le cheveu appartient à un mâle de race blanche. Ce qui semble disculper Paul Tufts. Mais pourquoi celui-ci endosserait-il un meurtre qu'il n'a pas commis? Une fois de plus, le procureur demande l'aide de Carol. Bill a fait entrer le jeune homme et l'a interrogé. Moi, j'étais assise
et j'écoutais sa voix. Carol est capable de capter l'énergie émise par une voix. Non pas ce qu'il dit, mais quelle est la vérité. Tufts jure qu'il n'a pas tué Karen. Il a fini par admettre qu'il était là, qu'il avait effectivement mis des clous de chemin de fer sous les pneus de la voiture de son ex-femme. C'est alors qu'il a entendu des bruits et des gémissements et qu'il était allé voir ce qui se passait. Et il l'a vu étendu là, mais il a eu peur d'appeler la police ou de faire quoi que ce soit. Je crois qu'il voulait surtout faire peur à son ex-femme. Il voulait qu'elle le croie capable de faire une chose aussi horrible dans l'espoir de la récupérer. Il était prêt à tout pour qu'elle lui revienne. Le procureur est persuadé de la culpabilité de Myers. Mais cela ne suffira pas à en convaincre un jury pour peu que l'accusé ait de bons défenseurs. Je devais prouver au-delà du doute raisonnable que David Myers était l'auteur du crime. Alors que pour l'emporter, la défense n'avait qu'à semer le doute ou à avancer une hypothèse disculpant Myers. Et ils avaient sous la main un autre suspect tout désigné qui était sur les lieux et qui était plein de colère. Les avocats de la défense ajouteraient qu'il se droguait, qu'il était fou de rage, qu'il avait passé sa colère sur une innocente victime qui passait par hasard le long de la voie ferrée. Skunk n'a d'autre choix que d'abandonner les poursuites tout en continuant de chercher des preuves. David Myers se retrouve donc libre. Et la médium Carol Kirkpatrick craint qu'il tue à nouveau. Je sentais que s'il s'en tirait, il allait recommencer. Plus il échapperait aux poursuites, plus il deviendrait dangereux. Étranglée, puis tuée d'un clou de chemin de fer dans le crâne, Carol Harding est victime d'une mort affreuse. Le procureur Bill Skunk est convaincu que David Myers est coupable, mais n'ayant pas suffisamment de preuves contre lui, il est contraint de le relâcher. Myers fait cependant de nouveau parler de lui. Le procureur de la ville et moi-même l'avons arrêté pour d'autres affaires de harcèlement. Cela leur permet, au moins provisoirement, de mettre le suspect hors d'état de nuire. Pendant ce temps, l'accusation tente d'étoffer son dossier. Le procureur sollicite à nouveau la médium Carol Kirkpatrick. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait me dire de plus. Suis-je passé à côté de quelque chose? Y a-t-il autre chose que nous pourrions faire dans cette enquête? D'autres gens que nous pourrions interroger? Voyez-vous d'autres indices, Carol, qui seraient susceptibles de nous aider? Elle m'a dit, revoyez attentivement les photos. Observez les autres blessures sur le corps de la victime. Je ne sais pas exactement ce qu'elles révéleront, mais elles contiennent des indices. La médium a vu juste. David Myers avait eu un accident de moto peu de temps auparavant. Il avait été blessé à un doigt qui portait un bandage. En examinant attentivement les photos de l'autopsie, on voyait ce qui ressemblait à des empreintes digitales. Et l'une d'entre elles était différente des autres. Elle correspondait au doigt blessé du suspect. On reçoit enfin le résultat du test d'ADN pratiqué sur le cheveu trouvé sur le corps. L'ADN correspondait à celui de David Myers. C'était une preuve solide et convaincante. En outre, un ancien compagnon de cellule de David Myers accepte de témoigner.
Seul le tueur pouvait connaître les détails qu'il a confiés à ce co-détenu. Et il lui en avait parlé avec un tel détachement, sur un ton si naturel, que l'autre en avait été horrifié au point qu'il est venu spontanément nous proposer son témoignage. Il n'a rien demandé en échange. Ça l'avait révolté. Ce crime était si horrible que même un criminel endurci en avait été choqué. Les visions de Carroll s'étant avérées d'une grande justesse, le procureur lui demande de l'aider à sélectionner les jurés. Il m'a dit, puisque vous lisez dans les voix, pourriez-vous m'aider à constituer un bon jury? J'ai répondu que je voulais bien essayer. J'ai donc repris l'avion pour venir écouter les voix. Je lui disais lesquelles me paraissaient appartenir à des gens solides, à l'esprit ouvert, peu influençables, mais prêts à entendre la vérité. Et la vérité finit par l'emporter. En 1996, un jury déclare David Myers coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et le condamne à la peine capitale. L'accusé fait appel. Aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours. On a arrêté David Myers avant qu'il commette d'autres meurtres, parce que je crois qu'il en était capable. Je ne crois pas qu'il se serait arrêté. Ce genre de crime est très rare. Au cours d'une carrière, on rencontre une poignée de ces crimes horribles et à ce point sanglants. Pour moi, cette affaire a été une bataille épique, une véritable guerre, parce qu'il a fallu plus de 7 ans et demi pour venir à bout de la première phase du procès. Les défis scientifiques et techniques étaient immenses. L'affaire trouve enfin sa conclusion. Justice a été rendue à une jeune femme pleine d'avenir, fauchée dans la fleur de l'âge, et qui venait de connaître les joies de la maternité. La fille de Karen, qui était un tout petit bébé au moment du meurtre, est aujourd'hui une adolescente. Elle n'a que les souvenirs de sa grand-mère et quelques photos pour conserver la mémoire d'une mère qu'elle ne connaîtra jamais. Bien que cela ait pris des années, les autorités de Xenia ont enfin pu mettre un dangereux criminel derrière les barreaux en collaborant avec une médium de talent. En Californie, un autre dangereux tueur est en liberté, multipliant les victimes. Au nord de Sacramento s'étend une vaste plaine où se succèdent terres agricoles et fermes d'élevage de bétail. Le 10 août 1980, Natalie Fenwick, étudiante en dernière année, revient au campus de Redding, en Californie, après avoir passé quelques jours dans sa famille à Sacramento. Elle a choisi d'emprunter la route panoramique. Au terme d'un trajet de 3 heures, elle devrait arriver au campus vers 22 heures. Mais peu après 20 heures, Natalie tombe en panne sur l'autoroute 20. Elle a sans doute heurté quelque chose et elle n'a pas de roue de secours. Elle est toute seule, à une époque où les téléphones portables n'existent pas encore. Son seul espoir est que quelqu'un s'arrête pour lui porter secours. À 2 heures du matin, la mère de Natalie attend toujours que sa fille l'appelle pour lui dire qu'elle est bien arrivée. Mais rien ne vient, et son inquiétude tourne à l'angoisse. The police about a missing person. Please, can you just send somebody out there? This is very unlike her. She has a Chevy Vega. Le bureau du shérif de Lake County met ses hommes en alerte. Et à 2h45 du matin, un agent repère la voiture de Natalie dans le comté voisin de Colusa. John Kurth est agent de patrouille au bureau du shérif de Colusa.
La voiture a été retrouvée sur l'autoroute 20, tout près de la limite entre Colusa et Lake County, avec un pneu à plat. Aucune trace de Natalie. Selon l'enquêteur Carl Stein de Lake County, c'est mauvais signe. La voiture était chargée. Il y avait des vêtements, des valises, le genre de choses qu'on ne laisse pas sans surveillance. La mère de Natalie explique aux policiers que quelques heures après son départ, sa fille l'a appelée d'une station-service. Elle a dit qu'elle avait un pneu crevé, qu'elle allait le faire réparer et repartir quelques heures plus tard. Les enquêteurs localisent la station d'où la jeune fille a téléphoné. Les employés reconnaissent la photo de Natalie et ils savent qui s'est arrêté pour lui prêter main forte. C'est un homme de la région qui se prénomme Jerry. La station-service ne vend pas de pneus correspondant au modèle de voiture de Natalie, mais Jerry a eu une idée. Il avait un ami qui vivait à une dizaine de kilomètres de la ville et qui possédait quelques vieilles Vega dont il pourrait sans doute récupérer les pneus. Et il s'est proposé de l'aider, étant donné qu'elle était dans une région où elle ne connaissait personne. Ils sont donc partis ensemble, supposément pour essayer de lui procurer un pneu pour sa voiture. Les employés ont trouvé cela étrange. Le conducteur de la dépanneuse a dit qu'il sillonnait toute la région, comme la majorité de ses collègues, et qu'il ne connaissait personne qui possédait 2 ou 3 Vega. En entendant le nom de l'homme et sa description, les policiers savent aussitôt à qui ils ont affaire. À la minute où on me l'a décrit, j'ai su qui c'était. C'est Gerald Stanley, bien connu des services de police. Il a déjà fait de la prison pour meurtre. Connaissant son passé, on a automatiquement éliminé tout autre suspect. Si Natalie se trouve réellement avec Stanley, il n'y a pas une minute à perdre. On a fait appel aux pompiers volontaires, aux équipes de secouristes, à nos propres policiers et à ceux de Lake County. Et on a commencé à quadriller le secteur à partir de l'endroit où on avait retrouvé la voiture en sillonnant les routes à la recherche de Natalie. Il fallait agir le plus vite possible avec les effectifs dont on disposait, dans l'espoir de la retrouver en vie pendant qu'il était encore temps. Bientôt, une femme médium va les aider dans leur recherche. Ils l'ont cherché partout et ils faisaient de leur mieux, croyez-moi. Ils avaient besoin d'un petit coup de pouce. En août 1980, Natalie Fenwick, 21 ans, disparaît en Californie. Sa route a croisé celle de Gerald Stanley, déjà condamné pour meurtre. Elle court un grave danger. L'agent John Kurth craint qu'il ne soit déjà trop tard. Quand on a appris qu'elle avait été vue pour la dernière fois quittant la station-service avec Stanley, j'ai eu un coup au cœur, parce que je savais que les chances de la retrouver vivante étaient quasiment nulles. Les femmes qui ont croisé la route de Gerald Stanley ont connu un sort funeste. Un matin de 1975, après que sa seconde femme eut déposé leurs enfants à l'école, Stanley la tue dans un accès de rage meurtrière. Après avoir purgé seulement 4 ans et demi de prison, il est libéré pour bonne conduite en octobre 1979. Sa troisième femme l'attend à sa sortie. Plus tard, elle disparaît dans des circonstances que la police qualifiera de mystérieuses. Mais Stanley nie toute implication. Sa quatrième femme le quittera au bout de quelques semaines à peine pour aller vivre avec son père dans le motel dont il est propriétaire. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de Natalie quand ils apprennent une nouvelle terrifiante. Quelques heures auparavant, à Lake County,
un tireur isolé a tué la 4e femme de Stanley. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute, c'est Stanley. Ce nouveau rebondissement signe presque à coup sûr l'arrêt de mort de Natalie. À ce moment-là, on a presque perdu tout espoir de la retrouver vivante, sachant à quel type d'homme on avait affaire. Il venait de tuer son ex-femme. Il était en cavale, il en avait déjà tué une auparavant. Ça m'a retourné, parce que je savais qu'il n'avait plus rien à perdre. La police déploie tous les moyens pour retrouver le fugitif. Mais Gerald Stanley refuse de se rendre. Où peut bien être le meurtrier? Il connaissait la région comme sa poche. Il y a toutes sortes de chemins de terre et de sentiers forestiers qu'il connaissait par cœur. Mais il n'y a toujours aucune trace de Natalie. Retrouver Gerald Stanley dans cette région qu'il connaissait parfaitement revenait à chercher une aiguille dans une meule de foin. Les enquêteurs refusent de baisser les bras. On recherchait Gerald Stanley, mais ce qui nous tenait le plus à cœur, c'était de retrouver Natalie. On a toujours cette lueur d'espoir de retrouver la victime vivante. 2 jours plus tard, la police appréhende Stanley, réfugié chez un parent. Il est arrêté pour le meurtre de sa 4e femme et ramené à Lake County. Les enquêteurs tiennent enfin le suspect. Mais ils ignorent toujours où est Natalie. What do you mean he's not telling you anything? Are you kidding me? He is in custody. He's your prime suspect. La police et la famille de Natalie veulent des réponses. Nothing right now, man. L'a-t-il tuée? Ou est-elle encore en vie quelque part? Peut-être qu'il l'avait juste gravement blessée et laissée pour morte. Auquel cas, on avait une chance de la retrouver vivante. C'était notre principal espoir à ce moment-là, parce que la région est tellement vaste qu'il est impossible de la passer au peigne fin avec des effectifs limités dans un délai raisonnable. On était déçus et à court de pistes. L'enquêteur Carl Stein a alors une idée. Quand vous avez épuisé tous les autres moyens, sondé tous les indices matériels, interrogé tous les témoins, il est temps de demander l'aide d'un médium. Carl Stein n'a pas toujours été de cet avis. Je ne croyais pas au pouvoir médiumnique. Je pensais que c'était une blague. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de Kay. Là, j'ai totalement changé d'attitude. Carl Stein parle à John Kurth de la médium Kay Ray. Il m'a dit, vous allez me prendre pour un fou, mais je connais une médium, Kay. Elle m'a brièvement aidé sur une autre affaire. Elle m'a dit beaucoup de choses qui se sont révélées exactes. Que diriez-vous de faire appel à elle? Kurth est prêt à tout pour retrouver Natalie. Je suis allé voir mon chef et je lui ai fait part de nos intentions. Il était sceptique, mais il m'a dit,
Vous n'avez rien d'autre, n'est-ce pas? J'ai répondu, on n'a absolument rien d'autre, pas de corps, rien, et le temps presse. J'ai dit à John, je vais contacter Kay de votre part, mais ne vous attendez pas des miracles, parce que d'après mon expérience, ce sera à vous d'interpréter ce qu'elle vous dira. Kay perçoit immédiatement le suspect. Il m'a déplu, même son odeur me déplaisait. Elle sent en lui une force obscure et maléfique. Natalie est en grand danger. Lentement, la nuit d'horreur vécue par la jeune fille se déroule dans l'esprit de la médium en une succession de visions terrifiantes. Natalie Fenwick, 21 ans, est toujours portée disparue et le coupable présumé, Gerald Stanley, déjà condamné pour meurtre, refuse de parler. En désespoir de cause, l'enquêteur Carl Stein demande l'aide de la médium Kay Ray. Quand on parle de médium, on imagine quelqu'un qui plane, qui est totalement dans les nuages. Mais Kay est une femme très terre-à-terre. Elle ne fait pas de miracles et ne prétend pas en faire. Elle vous le dit très franchement. Mais elle possède l'extraordinaire faculté de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Avant de commencer, Kay veut apprendre ce que la police sait déjà. Je trouve que c'est une perte de temps que je leur dise ce qu'ils savent déjà. Donc ils me disent ce qu'ils savent et je leur dis ce que je sais. On rassemble le tout et on voit si ça correspond et si ça peut les aider. Je lui ai fourni quelques brèves informations. L'âge de la jeune femme, sa description physique, celle du véhicule et l'endroit. Ça me sert de point de départ. Ensuite, je déroule les événements comme dans un film, un grand écran sur lequel je place les personnages. Des images de Natalie apparaissent dans l'esprit de la médium. C'est ainsi qu'elle comprend la terrible vérité. Elle était morte, je sentais que son cœur ne battait plus. Dans son travail, Kay ne se sert pas seulement de la vue. En me limitant à un seul sens, je n'aurai qu'une partie du message. Il y a le son. Je me souviens qu'il y avait le bruit de la circulation à proximité. C'était donc près d'une route. J'entendais un bruit d'eau. C'était donc près d'un ruisseau. Parce que je n'entendais pas de vagues comme dans la mer ou dans un lac. Il y a aussi le toucher. Je sentais la terre aride. J'ai essayé de voir où elle était enterrée. C'est là que j'ai senti qu'il fallait descendre sous le niveau du sol. Et pourtant, elle n'était ni dans une tombe, ni sur le sol. Je sentais que son corps n'était pas enterré. L'homme n'avait pas prévu de la tuer. Et il m'a semblé qu'il y avait là d'anciens puits désaffectés et qu'il avait jeté le corps dans un de ces puits. Kay a fait tout son possible. Le reste dépend des policiers. Je vais là où ils ne voient pas. Et c'est l'unique raison de ma présence. Je ne suis pas là pour faire du travail de terrain, mais pour transmettre ce qui me vient en tête. Ensuite, c'est à eux d'aller sur le terrain. Kurt connaît plusieurs endroits susceptibles de correspondre à cette description. Je connaissais assez bien la région. Je savais qu'il y avait des puits quelque part. Mais je ne me souvenais pas exactement où. Et il faudrait du temps pour les repérer. À la prison de Lake County, à l'aide des informations que leur a fournies Kay, les enquêteurs tentent de faire parler Gerald Stanley. Mais celui-ci refuse de coopérer, et les enquêteurs savent bien pourquoi. Sans aveu,
il ne dispose contre lui que de preuves indirectes. Nous n'avions aucune preuve contre lui, sinon le fait qu'elle avait quitté la station-service avec lui. Il était donc très important qu'on retrouve le corps le plus vite possible. Les enquêteurs sillonnent l'autoroute 20 où la jeune fille a été vue pour la dernière fois et cherchent les puits désaffectés dont la médium Kay Ray a eu la vision. Après plusieurs heures de vaines recherches, ils n'ont toujours rien trouvé. Mais pas question d'abandonner. Natalie doit bien être quelque part. Ils tombent enfin sur une zone qui ressemble à celle décrite par Kay. Ils y retrouvent le corps de Natalie, sous le niveau du sol, mais pas enterré. Le policier John Kurth est stupéfait de la justesse des prévisions de Kay. Elle n'aurait pas pu donner de meilleure description. C'était aussi précis que si elle s'était trouvée sur les lieux et vous les décrivait. On entendait le trafic automobile sur l'autoroute. On entendait de l'eau couler. Comme elle l'avait dit, on voyait des pierres. J'étais très impressionné, car je savais que nous ne lui avions fourni que des informations sommaires. Les policiers recueillent quelques indices près du corps, notamment du gravier et des échantillons de terre. Mais rien n'indique quand ni comment Natalie est morte. L'autopsie va répondre partiellement à ces questions. Le médecin légiste conclut que la victime est morte d'une balle de calibre 25 tirée dans la tête, mais il ne peut déterminer la date de sa mort. En revanche, cela ne prouve pas qui a tué Natalie. On n'avait toujours pas d'éléments qui nous permettaient de prouver l'implication de Gerald Stanley. Et cela pouvait laisser largement place au doute. Était-ce lui qui l'avait tué ou non? Après avoir examiné le gravier recueilli autour des puits, des géologues concluent que ce type de gravier ne se trouve que dans cette zone de la région. La police retrouve un gravier identique dans la voiture de Stanley. On était très contents parce que ça prouvait qu'il s'était trouvé sur les lieux. Il n'y avait pas d'autre explication à la présence de ce type de gravier dans sa voiture. Les enquêteurs reconstituent les événements. Stanley a dû conduire Natalie près des puits désaffectés sous le prétexte de lui trouver un pneu de rechange. Mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Personne, sauf Gerald Stanley. Les enquêteurs pensent que Stanley a tué Natalie et jeté son corps dans un puits. Le lendemain matin, il a tué à nouveau, s'en prenant cette fois à sa 4e femme. Pour l'assassinat de sa femme, Stanley sera inculpé de meurtre au 1er degré. Un jury le déclare coupable et le condamne à la peine de mort. Le tueur ayant été mis définitivement hors d'état de nuire, la famille Fenwick ne se sent pas la force d'affronter un procès long et douloureux et décide d'abandonner les poursuites. Stanley ne sera jamais inculpé pour le meurtre de Natalie, ni pour celui de sa 3e femme. Mais grâce aux efforts conjugués des enquêteurs et d'une médium de talent, Gerald Stanley ne pourra plus jamais faire de mal à quiconque. Au début de cette affaire, j'étais très sceptique. Mais les informations que Kay nous a fournies nous ont permis de retrouver le corps et de découvrir des indices prouvant que Gerald Stanley était bien le meurtrier de Natalie. Aujourd'hui, je n'hésiterai pas une seconde à faire appel à Kay dans un cas similaire parce que j'ai une grande confiance en elle. 2 jeunes femmes en quête d'assistance. L'une a accepté l'aide d'un ami. L'autre a fait confiance à un étranger. Toutes 2 ont été victimes d'une ignoble trahison.
Des crimes gratuits qui seraient restés une énigme sans l'acharnement des enquêteurs et le talent des médiums qui leur ont apporté leur précieuse collaboration.